Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le résumé de cette première saison de la campagne de l'Éveil du Chaos. Je suis Trivomi, l'auteur ainsi que le maître du jeu de cette aventure. Si vous nous avez rejoints depuis peu, que ce soit en nous découvrant sur Twitch ou via nos vidéos YouTube, nous allons essayer de vous mettre à la page pour rattraper ces 50 premières heures de jeu. Et pour les plus fidèles d'entre vous, ce sera également l'occasion de revivre certains des moments les plus mémorables de ce début de campagne. C'est dans un monde fantastique, rempli de magie et créatures intrigantes, du nom d'Illimdan, que nos 4 amis se sont rencontrés. Bien qu'au départ, je ne sois pas sûr que l'on pouvait parler d'amis. C'est dans la demeure d'Emilius Marco, puissant sénateur haut elfe, que nous rencontrons notre premier protagoniste, à savoir Ishtar Mordecai. Contrairement à son père, Ishtar n'est pas issu d'une lignée de haut elfe. C'est un bâtard, et il est en réalité un Shadarkai, un elfe qui a une affinité particulière avec le clan des ombres. Sa condition d'enfant illégitime a valu à Ishtar une vie de misère à traîner dans les ombres de son père. La seule personne qui lui a apporté un peu de réconfort était sa demi-sœur. Après une dispute particulièrement houleuse avec son père, Ishtar prit la décision de quitter la maison familiale pour vivre sa propre aventure. Un homme mystérieux au corps couvert de tatouages décida de prendre Ishtar sous son aile. Cet homme était surnommé le Maître de l'Ancre et donna à Ishtar les clés pour avoir une nouvelle vie en tant que petit roublard dans la ville brumeuse de Port-Noir. Plus au nord, aux cimes des montagnes et surplombant une mer de nuages, nous découvrons le monastère d'Alyouket, un des 4 cardinaux, les 4 plus grands moines de l'histoire d'Illimdan. Celui-ci est surnommé la Tortue d'Ébène, en raison de sa race, torte, et de sa couleur de peau. Il est le maître de notre second protagoniste, Grégoin Dupont. Un Sorial, un homme lézard, assez fougueux, assez intrépide, qui a du mal avec l'autorité. Ayant comme à son habitude défier l'autorité de son maître, Grégoin venait de se faire convier à un entraînement un peu particulier au pied des cascades. Alyouket, bien que bienveillant avec lui, semblait froid et distant. Il sentait que quelque chose ne se passait pas comme prévu. Après avoir dissimulé son élève, Alyouket fut confronté par Jin Sinot, un de ses anciens élèves, qui fonda l'Ordre du Lotus Brumeux, un ordre particulièrement sournois de moines des ombres. Celui-ci venait dénoncer le laxisme de son maître quant à ses obligations de cardinal. D'ailleurs, il venait également lui annoncer quelque chose d'important. Il venait de prendre sa place au sein du conseil et était venu pour l'éliminer. Après un affrontement bref mais intense, Alyouket venait de perdre contre Jin, son ancien élève. Recueillant ses dernières paroles et son dernier souffle, Grégoin prit la décision de venger son monastère, venant d'être intégralement décimé par cet ordre de l'ombre. Errant à travers les villages, cachant sa monstrueuse apparence d'homme lézard, il arriva jusqu'à la ville de Port-Noir, cherchant à tout prix des informations sur l'ordre du Lotus Brumeux. L'un attiré par l'argent, l'autre en quête d'informations, les 2 personnages firent quête commune pour trouver des informations sur l'ordre du Lotus Brumeux. Dans un premier temps, par le biais des quais, mais rapidement, Ishtar tiqua sur quelque chose. En effet, voir une si grosse somme d'argent sous son nom n'est pas forcément signe de bonne fortune. C'est pourquoi, alors que les gardes se précipitaient à leur rencontre, Grégoin et Ishtar prirent le large à bord d'un navire alors qu'ils venaient d'échapper aux gardes en tuant un au passage. Le voyage fut des plus tumultueux. D'une part car le roublard accusait le moine de l'avoir révélé au grand jour alors qu'il tentait d'être discret. D'autre part, car la météo commençait à tourner. Une tempête venait de se lever, menant à mal l'embarcation de nos 2 compères. Un éclair vint frapper la coque du bateau, le sciant en 2. Alors que l'un se réfugiait dans un tonneau, l'autre, par ses capacités amphibies, essayait de le pousser et de le garder hors de l'eau. Ailleurs dans le multivers, nous rencontrons Taeris, un changelin, un être pouvant changer d'apparence, faisant partie du cirque des soleils jumeaux. C'est un être farceur, un cracheur de feu, qui adore animer ses spectacles, mais qui a tendance à en faire un petit peu trop avec sa magie, ne la contrôlant pas à 100%. Venant de finir sa représentation sur le plan de l'ombre,
l'ensorceleur rencontra dans sa loge une certaine Pinaria, une nymphe plutôt avenante qui semblait être émerveillée par ses talents et qui venait effectivement l'inviter à boire un coup. De son naturel jovial, Taeris accepta, emmenant la nymphe dans une taverne un petit peu sinistre. Alors que la discussion battait son plein, celle-ci quitta brusquement l'auberge, disparaissant comme par enchantement. Taeris, un peu déçu, alla se coucher et se réveilla non pas dans un lit, mais sur une pile de rouages. Déboussolé par là où il venait d'atterrir, Taeris erra un petit peu aléatoirement, comme à son habitude, et finit par comprendre qu'il était sur le plan de l'ordre absolu, le plan de Mechanus. Un être aussi chaotique que lui ne pouvait qu'attirer des ennuis ici. La preuve, il venait tout simplement de ramasser un écrou qui permettait le bon fonctionnement de Mechanus. Mais il n'était pas seul. Il vit au loin des silhouettes noires, ramassant elles aussi des morceaux de ce monde mécanique. Cependant, au moment où toutes ces silhouettes disparurent, lui demeurait ici. Il fut rapidement abordé par des modrons, des petits êtres mécaniques cherchant à comprendre pourquoi il était là. Ce simple questionnement se transforma rapidement en une traque, celle du fauteur de troubles. Un espèce d'énorme œil mécanique projeté de la lumière à la recherche de notre changelin préféré. Loin de ce chaos planaire, nous retrouvons dans les terres arides de l'état des sables une tribu d'orques. Chassée par les peuples plus civilisés car jugée trop sauvage à leur goût, cette tribu restait à l'intérieur de ces terres inhospitalières. Au sein de la Harde, nous rencontrons un des fils des chefs de guerre, Gezric Volcao, un orc priant le grand dieu de la tempête Ménétor. Alors que Vragzol, un orc à la peau rouge et assez belliqueux, voulait ravager les cités et étendre le pouvoir des orques, Gezric et son père optaient pour une stratégie beaucoup plus sage, celle de rester au sein des terres arides, car ici, rien ne pouvait leur arriver. Fumant sa pipe au clair de lune, après un nouveau conseil, Gezric eut une apparition. Celle du père des tempêtes, lui-même, Ménétor. Une vision prophétique venait lui annoncer que son destin était ailleurs, et qu'il devait quitter sa tribu pour le salut du monde. Surpris mais fier de son fils, le père de Gezric l'encouragea à prendre le large, retenant au mieux Vragzol et son caractère impétueux. Arrivant près de la ville portuaire d'Anémiac, il alla se réfugier dans un temple de Ménétor pour passer la nuit. Et c'est ici, au milieu du silence absolu, qu'un énorme portail s'ouvrit, donnant sur un monde mécanique, et qu'un petit être barbu en sortit. Il venait de rencontrer Taeris Bombadil. Suivant le vent de son destin, Gezric amena l'être farfelu avec lui, et, alors que les modrons semblaient être à ses trousses, Taeris prit l'apparence d'une orque, beaucoup plus séduisante aux yeux de Gezric. En quête de destinée et de gloire, on dirigea Gezric vers Andalin, la capitale de l'empire de Denba, une très très grande ville où toutes les opportunités étaient bonnes à prendre. Embarquant au sein d'un navire, le clerc des tempêtes et le joyeux bonhomme qui l'accompagnait furent guidés par les vents qui se levaient, signe que Ménétor était avec eux. Vous l'aurez compris, cette tempête était celle qui venait de faire chavirer Ishtar et Grégoire. L'équipage ainsi que les deux aventuriers venaient de remonter le tonneau et la grande créature verte qui l'accompagnait. Et c'est rapidement que l'elfe noir se jeta sur son opposant, l'insultant de tous les noms et le menaçant de mort. Voulant ramener le calme sur le bateau, l'orque s'interposa, laissant les deux compères loin l'un de l'autre. Ils finirent par arriver enfin à Andalin, cette majestueuse cité. Attiré par l'appât du gain, Ishtar repéra rapidement un noble. Il semblait attendre, visiblement mécontent. Il trouva la possibilité de se faire un sacré paquet d'argent. Pas encore de quoi se racheter sa tête, mais bon, c'est déjà ça. Les autres suivirent,
D'une part parce que Grégoin devait presque une vie à Ishtar, de l'autre côté, Gésric sentait que le destin l'appelait, alors que Taïris, lui, c'était principalement pour rigoler. Ce noble, du nom de Péléope Navastal, cherchait à récupérer une cargaison qui avait disparu. À l'intérieur, il avait un colis qui lui était très important. Il demanda donc à la fraîche compagnie de lui rapporter son dû en échange d'une bonne somme d'argent pour Ishtar, d'informations pour Gésric, ainsi que Grégoire. Taïris, toujours sous la forme de la voluptueuse orque, vit dans son champ de vision une silhouette familière. Celle en effet de Pinaria, la nymphe, qui avait disparu mystérieusement. Il décida d'aller à sa rencontre, mais son changement d'apparence la troubla. Et d'un coup, elle disparut, dans un nuage de pétales de rose. Les autres étaient quelque peu interloqués, mais rapidement l'affaire s'étouffa, et ils prirent la direction de Beth, une ville non loin d'ici, d'où était censé arriver le colis. Ils prirent donc une location d'une carriole et se mirent en direction au travers de la forêt. Après un jour de recherche, ils finirent par trouver la calèche, qui contenait le colis de Navastal. Elle était arrêtée dans une sorte de sphère magique où le temps semblait être figé. Pourquoi ? Tout simplement car nous voyions, à l'arrêt, une embuscade gobeline qui venait attaquer ce convoi. Alors qu'ils pistaient des traces de sang dans la forêt, à la recherche des assaillants, le groupe tomba sur une clairière, où un petit farfadet était entouré de brigands. Ceux-ci étaient à la recherche d'une nymphe qui semblait les avoir roulés dans la farine. Et c'est pourquoi la compagnie prit le parti de Taïris et combattit les assaillants. Se présentant sous le nom de Pichou, le petit farfadet amena nos compagnons au campement des gobelins. Celui-ci était dans une ambiance bizarre. En effet, leur chef semblait avoir la jambe coupée, et une personne se tenait à son chevet, voulant l'aider à aller mieux. Cette personne n'était autre que Pinaria. Elle accepterait de les aider si ils parvenaient à défaire le serpent de feu, une créature qui semblait mener la vie dure aux gobelins et qui bouleversait un petit peu l'écosystème autour d'eux. C'est d'ailleurs à cause de ce manque de nourriture que les gobelins étaient obligés d'attaquer les convois. Ce fut assez facile, la créature n'était pas un grand danger et était plus un animal fantastique qui semblait régner sur ce domaine. En guise de bonne foi, la nymphe donna un écrou au groupe. Taïris fit directement le rapprochement et remarqua que son écrou pouvait s'emboîter avec celui de Pinaria. De retour à la calèche et le mécanisme en leur possession, ils se rendirent compte que faire tourner les rouages dans le sens anti-horaire remontait le temps. Ainsi, ils purent éviter l'assaut des gobelins et purent leur expliquer qu'il n'était plus la peine d'attaquer ce convoi. Le cocher, quant à lui, fit la déplaisante rencontre de Gésric, qui lui craqua la nuque pour récupérer l'intégralité de la cargaison. Ils prirent donc la calèche et se rendirent à Andaline. Ici, non seulement Navastal les vendait, mais un certain nombre de nobles vinrent récupérer leur dû. Tout d'abord, comme je l'ai dit, le sénateur Navastal vint récupérer un anneau d'incantation silencieuse. Ensuite, un petit gnome vint récupérer une sorte de morceau de vase, et il se présenta comme étant Béline, le gérant d'une des parties du musée. Vint ensuite un tieflin élégant et raffiné, se présentant comme étant Emric, le gérant du Colisée d'Andaline. Il venait récupérer les tracts pour le Cirque des Trois Sœurs, un cirque concurrent de celui de Taïris, le Cirque des Soleils Jumeaux. D'ailleurs, ce sont les anciens employeurs de Pinaria qui s'est échappé à cause d'une gestion un petit peu louche. Mais celui qui attira le plus l'attention est un apothicaire du nom de Gégère, un homme grenouille, aussi appelé Brutacien. Il venait récupérer des tonneaux d'anesthésiant, visiblement marqués du sceau du lotus brumeux, et interrogeant de ce fait Grégoin et Ishtar. Suivant discrètement la petite grenouille jusqu'à chez elle, ils se rendirent compte que la demeure était gardée par deux grands ogres, Gork et Mork.
et une petite ruelle sombre semblait continuer à l'arrière de la boutique, là où visiblement les deux ogres amenaient les tonneaux. Grégoin, le sang bouillonnant de rage, voulait absolument la peau de cette petite grenouille. Mais Ishtar lui rappela qu'il cherchait des informations. Gezric et Théris cherchèrent d'abord un moyen d'éloigner les ogres, sans grande réussite vu le niveau intellectuel de ces deux derniers. Mais c'est Grégoin qui, par on ne sait quel miracle, réussit à faire en sorte que les ogres le poursuivirent. Il sauta à l'intérieur du port et nagea jusqu'à la rive, laissant les deux ogres un peu déconfits. Pendant ce temps, Ishtar avait pu rentrer à l'intérieur de la maison et avait menacé Gégère pour obtenir des informations. Ils n'avaient visiblement rien à faire de concret avec le lotus brumeux. Ils avaient juste la possibilité de lui fournir un poison, suffisamment d'eau pour servir d'anesthésie. Et la personne en charge du paiement de ce colis se nommait Jérémie, un génasi de l'air assez particulier. Cependant, Gégère est un petit peu stressé. En effet, le paiement de Jérémie semble être un petit peu compliqué. Il le paye en encre de tatouage magique. Et il est visiblement à court de stock, et n'a pas la possibilité de récupérer un des ingrédients phares pour la confection. Le groupe se porta donc volontaire pour récupérer cet unique ingrédient manquant. Un œil de nautique, une créature marécageuse, couverte de maladies, et assez dangereuse. En échange, ils veulent être présents lors de l'échange avec Jérémie pour pouvoir avoir une petite conversation avec lui. Avant de partir, le groupe décida de traverser un petit peu Andaline à la recherche des différents protagonistes qu'ils avaient trouvés. Notamment Béline, le chef du musée, le chef en tout cas de la partie restauration. Il était en train d'assembler un vase qui semblait être prophétique puisqu'il était écrit avec de l'encre sentant la magie de divination. Évidemment, chacun des pans faisait référence à certains de nos personnages. D'un côté, un noble, visiblement elfique et un petit peu politicien, semblait ressembler à Emilius Marco. Il était entouré de pattes de félin, semblant tirer des fils pour le manipuler. Peut-être une référence à Jin, l'ancien disciple d'Alucard. Sur un autre pan, on y voyait 3 femmes en habits de sorcières, tenant chacune d'entre elles un rouage. Cela pouvait faire référence aux 3 sœurs, les 3 guenaudes qui semblaient tirer d'une main de maître les rênes du cirque des 3 sœurs. Et enfin, le dernier pan faisait référence à un homme barbu, entouré de multiples visages et tenant dans sa main également un écrou. Vous aurez sûrement reconnu notre cher Thaïris. Il manquait cependant un dernier morceau pour que le vase soit complet. Mais on voyait à l'intérieur une grande silhouette d'un être titanesque. Gorzul, le dieu primordial du néant. D'ailleurs, Gezric trouva également une statue représentant Ménétor accompagnée de 3 autres dieux. Le dieu des assassins, Tilvis, le dieu de la guerre, Eremus, et la déesse du hasard, Ringi. Un écriteau semblait marquer les 4 dieux traîtres, et après avoir demandé quelques informations à Béline sur cette représentation, il leur expliqua que ce sont les 4 dieux qui ne se sont pas opposés à l'emprisonnement de Gorzul. Ces informations importantes en poche, le groupe décida d'aller se reposer avant de partir. C'est donc, après une nuit bien reposante à la taverne, entre bière et bras de fer, qu'ils prirent la route, à nouveau, de la ville de Besse. Sur le trajet, on y trouvait des marécages assez nauséabonds, et notamment une grande tour en ruine. Après avoir exterminé les Xvart, de petits êtres abyssaux qui semblaient garder l'entrée, la compagnie fut confrontée à une odeur pestilentielle et à des statues assez dérangeantes. Celle du dieu Coertis, le dieu de la maladie et de la pestilence. Ils trouvèrent également ce qui semblait s'apparenter à des prêtres, ou au moins des suivants, qui vénéraient la maladie comme un état absolu. Et les plus gravement atteints pouvaient accéder à l'ascension, la transformation en nautique. Mais le groupe fut rapidement repéré. Par manque de délicatesse ou de discrétion, ils combattirent la créature qui semblait être
une sorte de dieu pour les suivants de ce temple. Une fois la créature terrassée et son œil prélevé, les compagnons prirent la direction à nouveau d'Andalin pour donner les ingrédients à Gégère. En effet, le rendez-vous avec Jérémie n'allait pas tarder. Il devait s'atteler à la confection de cette encre. Ils ont même réussi à négocier le fait d'obtenir un flacon pour un tatouage d'encre magique. La discussion avec Jérémie fut assez brève, assez secrète, et tourna rapidement au vinaigre dans un affrontement assez incroyable. Le groupe se battait contre lui, mais visiblement Jérémie semblait tirer un pouvoir rien qu'en trempant ses mains dans l'encre. Effectivement, son visage n'était pas inconnu à un des membres du groupe, Ishtar. Et où il l'avait vu, après mûre réflexion, c'était un tatouage du bras du maître de l'encre. Effectivement, Jérémie n'était pas un être vivant. C'était une invocation dont son sang était fait d'encre. Son katana dévastateur rata de peu les aventuriers, les laissant tous indemnes, et cette flaque d'encre tomba au sol, semblant serpenter pour revenir à son maître. Toutefois, dans leur discussion avec Jérémie, quelque chose fit tiquer Gésric. Jérémie disait qu'il avait fait le trajet depuis l'état des sables en compagnie d'un vieil orc tenant un morceau de vase dans les mains. La description lui rappela son père, et, courant à travers le port, il retrouva également celui-ci. Il avait fui la tribu de sang, puisque Vraxol, maintenant que son fils était parti, venait de prendre le pouvoir en ayant sur sa tête une sorte d'espèce de couronne faite de rouages et d'écrous. Le groupe fit le rapprochement et récupérèrent le dernier morceau de vase, celui qui montrait effectivement la silhouette d'un grand orc tatoué, avec une couronne posée sur la tête, des éclairs zébrant le ciel derrière lui. Ils décidèrent donc de ramener à Béline le dernier morceau de vase pour compléter la prophétie et ainsi avoir toutes les clés pour la suite de leur aventure. Après toutes ces péripéties, ils décidèrent à nouveau de se reposer à la taverne, visiblement leur lieu favori. Et ici, le tavernier semblait les attendre avec des lettres, une pour chacun des membres. Tout d'abord, Grégouin semblait être invité à un grand tournoi d'arts martiaux qui aurait lieu dans les mois à venir. Celui-ci était pour fêter l'arrivée du nouveau cardinal du Nord, Jin Sinot, et également pour pleurer la mort d'Aliuket, l'ancien propriétaire de ce titre. Le tournoi aurait lieu dans le monastère d'Aliuket, et nous n'en savons pas plus pour l'instant. Gésric, quant à lui, reçut une lettre de Vraxol. L'orque rouge semblait vouloir rassembler tous ses convives sous une seule et même bannière, afin de quitter définitivement l'état des sables à la recherche d'un destin plus grand. Taïris, quant à lui, eut une lettre un petit peu douteuse. Une lettre qui venait des trois sœurs, qui le remerciaient d'avoir ramené dans leur cirque Pinaria, et qui lui demandait expressément de lui rendre les rouages de cette petite chapardeuse, ainsi que d'amener le sien, en guise de dédommagement. Mais la lettre la plus troublante était celle d'Ishtar. Il la garda secrète dans un premier temps, puis dévoila au fur et à mesure le contenu de sa lettre. La lettre provenait du maître de l'encre lui-même. Il disait à Ishtar qu'il avait eu vent de sa présence au sein d'Andalin et qu'il ferait mieux de rester discret et de choisir plus judicieusement les nobles avec qui il s'associait, Navastal semblant user son nom dans la cour des sénateurs. D'ailleurs, ce noble semblait poser des problèmes au principal client du maître de l'encre, et il demandait expressément à Ishtar de le tuer. Au cours de cette discussion dans la taverne, ils furent rejoints par une femme, rousse, plutôt jolie, qui se présenta comme étant Dagmar Liniel, une barde à la recherche d'une vengeance contre Navastal. S'ils voulaient la tuer, c'était avec plaisir qu'elle les aiderait. Il s'avéra que Dagmar était une des esclaves de Navastal. Elle a été dépossédée de son alliance et veut absolument la retrouver. Décidant toutefois d'aller à l'intérieur de la demeure de Navastal, le groupe
aida Dagmar à récupérer son dû. Et par leur grande surprise, de l'Alliance sortit un maître, un Génazi du feu, du nom d'Amon. C'était en réalité le mari de Dagmar, et il était un occultiste étant lié à un génie Efrit. Il avait le pouvoir de se mettre dans sa bague comme étant un refuge interplanaire. Le couple enfin réuni, le groupe réussit à trouver l'emploi du temps de Navastal, ainsi qu'une liste de sénateurs qu'il semblait particulièrement redouter. Dans le tas, on retrouvait le nom d'Emilius Marco. Au final, les aventuriers mirent de côté l'assassinat de ce noble, et préférèrent partir à la recherche de Pinaria dans le cirque des Trois Sœurs. Pendant qu'ils se reposaient avant la nouvelle journée, Ishtar eut envie d'aller rendre visite à Emmerich qui lui avait proposé une partie de jambes en l'air. Iris le suivit, également vêtu de la forme d'Ishtar, puisqu'il est un changelin. Bien que le tieflin fût extrêmement avenant, sa silhouette changea rapidement dans un épais nuage de poussière. Les Trois Sœurs étaient en réalité en train de leur tendre un piège. Elles eurent chacune une discussion avec Ishtar et Taeris, les mettant en garde que s'ils ne leur restituaient pas les écrous, elles viendraient les chercher par la force. Visiblement contrariés, et après une partie de jambes en l'air entre Ishtar et Taeris sous la forme d'Ishtar, ils prirent la décision de rejoindre le groupe pour aller visiter ce cirque interplanaire. Ce cirque, se vantant d'être un cirque interplanaire, était en réalité un cirque mis sur le plan des fées. En effet, il laissait simplement un portail ouvert pour venir visiter le cirque. Pour ce faire, on remettait aux visiteurs des ailes de papillons magiques, les protégeant du changement temporel entre le plan matériel et le plan des fées. Le groupe arpenta les attractions du cirque. Une fois une course d'escargots, une fois un palais des glaces, et beaucoup d'autres aventures palpitantes. Chacun des dirigeants d'attraction révélait en réalité un point faible ou une force d'une des Trois Sœurs. Effectivement, les employés étaient bien malmenés, et ils voulaient tous se dresser face à leur dirigeante. Ils rencontrèrent notamment, à l'intérieur du Palais des Glaces, le fils des Trois Sœurs, qui semblait en vouloir à ses mères. Une fois le nombre maximal d'attractions qu'ils pouvaient faire atteint, ils furent conduits au grand chapiteau. Là, les Trois Sœurs présentèrent un spectacle autour de dieu du néant, Gorzul. Elles expliquèrent que ce dieu était le premier, et qu'il façonna les autres divinités du Panthéon. Les autres dieux, quant à eux, commencèrent à créer des peuples, des civilisations. Et chacun de ces peuples les adorait. Gorzul en était jaloux. Lui qui leur avait donné vie, il ne comprenait pas pourquoi personne le vantait. Afin de semer la discorde, il créa de nouveaux dieux, beaucoup plus puissants que les autres. Tout d'abord Ringi, la déesse du hasard, qui allait amener des complications aux autres dieux. Ensuite, Tilvis, le dieu des assassins, qui commença à créer le meurtre et la discorde. Ces deux divinités eurent un fils, Eremus, car venant du hasard et du meurtre, la guerre venait d'apparaître. Et alors que la grande guerre des dieux éclata, il créa Ménétor, la puissance foudroyante de la tempête, qui lui servait de garde-duc. Les autres divinités s'allièrent et créèrent pour Gorzul une prison gigantesque, Mechanus, un plan d'ordre et de loi. Mais en réalité, ce n'est pas un plan qu'ils créèrent, mais un dieu fait de rouages et d'aiguilles, un dieu mécanique qui était aussi puissant que le dieu primordial du néant. L'être artificiel enferma Gorzul à l'intérieur de son corps, laissant le dieu du néant dans sa prison, seul et désespéré. Ce spectacle fit froid dans le dos à Ishtar et Gezrik, qui peu de temps avant l'entrée dans le cirque, avait recueilli des informations chez Dareti, un puissant gobelin mafieux qui avait de lourdes accusations envers Mechanus. En effet, la grande guerre des dieux semblait avoir fait quelques victimes, et Mechanus semblait avoir créé artificiellement des remplaçants. Mais trêve de réflexion. Les sœurs, par le pouvoir des rouages qu'elles avaient dérobés,
venait d'invoquer un des bras de Gorzoul. Celui-ci écrasa la paume de sa main contre le sol et fractionna le plan des fées. Tout n'était que poussière et il ne demeurait que les 3 domaines de ces guenaudes. Leur but était simple, régner en maître sur ce qu'il restait du plan des fées. La compagnie rencontra à nouveau Havok, le fils des 3 sœurs, qui était grièvement blessé. Celui-ci leur dit d'aller jusqu'au fond de chacun des domaines afin de déposséder les dirigeantes de leur rouage. Ils arpentèrent d'abord la jungle des regrets, domaine de Primi, la plus jeune, la guenaude qui représentait le passé. C'était une épaisse jungle de plantes carnivores qui semblait flairer la moindre once de regret. Ils rencontrèrent sur la route certains des employés du cirque. Ceux-ci semblaient d'être dépossédés de leurs souvenirs et avaient une apparence quelque peu changée. Au fil des interactions, ils comprirent que pour traverser le pont entouré des plus grosses plantes carnivores qu'ils avaient jamais vues, il fallait accepter que les regrets étaient passés. Une fois la grande porte passée, ils combattirent Primi, la représentation du passé. Et ils récupérèrent le premier rouage des 3 sœurs. Ils eurent ensuite affaire au fleuve des 1001 vies, un long cours d'eau qu'ils parcoururent en compagnie d'Ouklat, un homme poisson menant une barque, et traversèrent des bras de rivière. Chaque bras avait une histoire, et à chaque croisement, le temps semblait avancer de 10 ans. Ils devaient comprendre que chaque cause qu'ils avaient en début de l'histoire avait une conséquence sur la suite. De ce fait, de fil en aiguille, ils découvrirent le moyen d'avoir une rame spéciale pouvant les amener au bout de ce cycle infini. Là également, ils durent affronter une terrible guenaude, Presea, la représentation du présent, et obtenir une sorte de sphère métallique qui semblait grandir en fonction de la rotation du premier égout. Et enfin, ils traversèrent le champ des possibles, un champ recouvert d'arbres fruitiers donnant des fruits du destin. Ces sortes de pommes, une fois croquées, vous révélaient votre avenir. Avena, la maîtresse des lieux, avait une usine qui fabriquait des tartes à base de fruits. Visiblement, beaucoup de personnes venaient pour connaître leur avenir. Et en réalité, le système ici était presque corrompu. En effet, les gens louaient des terres à Avena, cultivaient les fruits et payaient pour avoir une part de tarte et ainsi connaître leur avenir. Toutefois, un être un peu dérangé du nom d'Hervé semblait défier l'autorité d'Avena. Après avoir joué avec lui, chaque aventurier s'est vu remettre une pomme. Mais Grégouin, malgré sa défaite, n'eut le droit qu'à la moitié du fruit, partageant ainsi son destin avec Hervé. Le combat contre Avena fut le plus compliqué à concevoir, puisque ses visions étant tout le temps réelles, elle ne pouvait mourir que le jour d'une éclipse. Le plan et ses 2 soleils étaient donc un défi de taille. Ils attendirent donc que les 2 soleils soient alignés, et, au beau milieu du combat, ils firent grossir la sphère de Presea avec l'écrou de Primi, afin de créer une éclipse artificielle et de porter le coup de grâce à Avena. Mais les cendres des 3 sœurs fusionnèrent et créèrent une énorme guenaude à 3 têtes qui donna du mal à nos aventuriers. La créature tricéphale vaincue et les rouages destitués de leurs propriétaires, le monde des fées semblait se reformer. Là où ils ont plongé, ils se sentaient faire le chemin inverse et réapparurent au beau milieu du Colisée. Autour d'eux, les employés, mais également les visiteurs, étaient tous au sol et se relevèrent avec difficulté. Mais une fois pleinement conscients, le monde les acclama. Notamment Emmerich, situé tout en haut de son Colisée, les applaudissant d'un air satisfait. Il était en réalité prisonnier d'un de ces tableaux, et effectivement ce n'était pas Emmerich qu'ils étaient venus visiter, mais bel et bien les 3 sœurs. Il les invita à participer à une grande réunion de nobles, puisque les élections du nouveau chancelier venaient d'être terminées. Celui-ci n'était autre qu'Emilius Marco. Comme par son habitude, il voulait des invités prestigieux
pour pouvoir se faire une place dans la haute société. Le groupe accepta, bien que voulant se faire discret vis-à-vis d'Ishtar et de sa tête mise à prix. Ils glanèrent ça et là des informations, d'une part dans le banquet avec les nobles, mais également parce qu'ils retournèrent voir Béline et Daretti. La prochaine étape du groupe semblait être le grand tournoi d'arts martiaux de Grégoire, puisqu'ici, Jin, l'ordre du Lotus Brumeux, semblait avoir un lien étroit avec Emulvius Marco. Nous vous invitons donc à nous suivre sur Twitch, sur YouTube, pour connaître la suite de cette palpitante aventure. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et espère vous revoir bientôt au travers des discussions en commentaire ou dans le chat de Twitch. Sur ce, à la prochaine pour de nouvelles aventures.